gouvernement, s'il veut faire passer cette loi immigration avec l'appui des LR, n'aura pas le choix que d'abandonner cette mesure sur la régularisation des clandestins dans les métiers en tension. Oui, on parle du fait que, de l'hypothèse que le gouvernement et Mme Borne pourraient utiliser le 49.3 pour le projet de loi immigration. Or, ça aurait un non-sens complet parce que aujourd'hui, est-ce que vous pouvez gouverner par 49.3 contre une assemblée qui vous est hostile? La réponse est oui. Mais lorsque l'assemblée émane directement de la volonté des Français et qu'elle correspond à un état d'esprit des Français sur la question des retraites, où les Français étaient à 70%, alors que nous, on est plutôt pour cette réforme des retraites, mais les Français étaient à 70% contre cette réforme, le gouvernement l'a fait passer en force. Sur le projet de loi immigration, 55% des Français ne sont pas favorables à cette mesure de régularisation des étrangers dans les métiers dits en tension. Donc, le gouvernement ne pourra pas utiliser un 49.3 pour brider les Républicains, pour pouvoir faire, en faisant l'impasse sur cette mesure-là dont les Français ne veulent pas. Donc, pour aller dans le sens d'Éric Ciotti, il faut que le gouvernement fasse véritablement, on va dire, donne des gages, on va dire, à la droite pour le projet de loi immigration, en allant beaucoup plus loin que ce qui a été proposé jusqu'à présent. Je voudrais qu'on avance désormais sur les bouquinistes. Dégradés, la France devient le mauvais élève de l'Europe en matière de finances publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Hoc ? Ce que nous dit Éric Ciotti, et il a raison de le dire, c'est qu'il faut éviter à tout prix une crise de la dette française, un petit peu sur le modèle des crises de la dette espagnole, italienne, grecque, après la crise des subprimes. Pourquoi ? Parce qu'on a un pays qui est ultra endetté, on est à 3 000 milliards d'euros de dette, et la charge de la dette, donc le service de la dette, donc les intérêts que vous payez chaque année, c'est 50 milliards d'euros aujourd'hui, et ça pourrait l'être, c'est ce qui est écrit dans le JDD aussi ce matin, plutôt 70 milliards en 2027. Donc ça serait 7 fois le budget de la justice tous les ans qui part pour payer les intérêts de la dette. La question qui se pose désormais, c'est maintenant que vous savez que vous êtes ultra contraint en matière de dépenses et de fiscalité, de fiscalité publique, quels sont vos leviers? Et Éric Ciotti nous dit qu'il faut soutenir le pouvoir d'achat, il faut continuer de soutenir le pouvoir d'achat des classes moyennes paupérisées parce qu'elles en ont besoin et parce qu'aujourd'hui elles ne bénéficient pas de l'État-providence. Et donc il faut s'attaquer aux dépenses dites structurelles. Il y en a deux, les dépenses de fonctionnement de l'administration, donc notamment l'administration publique d'État, donc dans les ministères, et aussi les collectivités territoriales. De paperasse, de bureaucratie, tout ça. Il veut alléger tout ça. Exactement. Et puis aussi dans les collectivités territoriales où il y a également de la paperasse et de la bureaucratie. Et on voit que par exemple la mairie de Paris est endettée de 7 milliards d'euros. C'est pas normal que des collectivités comme ça, territoriales aussi importantes, soient à ce point endettées. Et le deuxième point ce que soulève Éric Ciotti en termes de dépenses, c'est les dépenses sociales et donc la dépense chômage. Alors justement, sur les dépenses sociales et le chômage tout particulièrement, est-ce qu'en cette période de complexité, parle notamment de la réduction du nombre de fonctionnaires. Et directement, les hôpitaux sont affectés. Notre système de santé a déjà beaucoup de problèmes. L'éducation nationale également. C'est peut-être aussi ça le risque d'un budget qui serait réduit. Exactement, en fait, il y a deux niveaux de réponse. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur la fonction publique, il y a trois types de fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, donc c'est tout ce qui est enseignant, policier, administration centrale. Il y a la fonction publique territoriale, pour laquelle le gouvernement n'aura pas la main, puisque c'est à la main des collectivités territoriales, donc les mairies, les régions, les départements, qui emploient quand même 1 million de personnes, hein, qui a 5 millions de fonctionnaires, 2 millions dans l'administration centrale d'État, 1 million dans les collectivités territoriales et 1 million dans la fonction publique hospitalière à l'hôpital. Je pense effectivement qu'il ne faut pas toucher à l'hôpital parce que l'hôpital est saturé. Et là, on le voit à Carhaix, mais comme dans un certain nombre de territoires avec les déserts médicaux, l'hôpital a besoin de moyens. Mais l'hôpital aussi, il faut qu'on dépense non pas plus, mais aussi mieux, parce que dans les dépenses, pour 100 € dépensés dans l'hôpital, il y en a quand même 30 qui va sur de la paperasse, comme vous le disiez tout à l'heure, l'administratif. Donc c'est plutôt ça qu'il faut, sur quoi il faut s'attaquer, et non pas s'attaquer aux professionnels de santé, etc., justement les aider à travailler. Et puis ensuite, après, sur l'administration centrale d'État, il ne faut pas réduire le nombre d'enseignants, de policiers de proximité. C'est réduire dans ce qui est les rectorats, dans les administrations centrales, où vous avez un certain nombre de personnels administratifs qui on va dire, contribue à dilapider en partie l'argent public, et c'est plutôt dépenser mieux que dépenser davantage qu'il faut. Bon, tout à l'heure, on sera en tout cas pour évoquer cette idée. La déconjugalisation de l'AAH, c'est une mesure de bon sens et qui, justement,
va permettre aux bénéficiaires d'arrêter avec ce sentiment d'avoir une double dépendance, une dépendance liée au handicap et une dépendance liée au salaire du conjoint. Donc là-dessus, c'est vraiment très bien pour les personnes qui sont touchées par cette allocation de pouvoir bénéficier de cette mesure de déconjugalisation. Ce que montre la déconjugalisation de la AAH, c'est aussi de penser quel modèle d'État social on veut et quel modèle d'État-providence on veut. Ce qu'on voit, c'est qu'au XXIe siècle, on va avoir des nouveaux besoins. Il y a effectivement la question du handicap, la question de la prise en charge de la santé mentale. On va aussi avoir la question du vieillissement de la population et donc la politique du grand âge. Aussi, on veut relancer notre natalité et donc il va falloir aussi créer un service public de la petite enfance. Donc, on a un certain nombre de nouvelles dépenses sociales qu'on n'avait pas ou moins au XXe siècle, dont il va falloir prendre en charge. Et là où Amaury avait raison de souligner un point, c'est la question de comment on va financer ce modèle social avec ces nouveaux risques à prendre en charge. Lutter contre la fraude sociale, 30 milliards d'euros selon le magistrat Charles Prats chaque année. Et 2, c'est travailler sur les autres risques sociaux, notamment la question du chômage. La réforme des retraites a été faite aussi. Aussi la question des dépenses de santé, qu'il va falloir, réfléchir sur comment dépenser certaines. Comprenez leur colère, Mathieu Hoc ? Ah oui, complètement. Alors là-dessus, pour moi, la France, c'est le seul pays qui se s'aborde comme ça à ce point, et je vais le dire pourquoi. On accueille les Jeux Olympiques l'année prochaine, en 2024, donc on va avoir 12 millions de personnes en Île-de-France qui vont venir sur le sol français. Or, on sait qu'on a besoin des acteurs touristiques pour 2 points. Le premier, c'est que les acteurs touristiques, c'est un certain nombre de réservoirs d'emplois, très importants, des centaines de milliers d'emplois, et c'est aussi très important pour notre balance des paiements via l'apport de devises, puisque les étrangers, notamment européens ou extra-européens, arrivent et mettent de l'argent dans l'économie. Or, cette filière-là du tourisme, c'est une filière qui a été sinistrée. On n'a jamais réussi à atteindre la part dans le PIB qu'elle avait avant la crise sanitaire, qui était de 8%, 8 à 9%. Aujourd'hui, on est à 6% péniblement. Et donc, on a un momentum économique avec ces Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que décident les pouvoirs publics ? Augmenter les taxes sur les acteurs hôteliers et donc pénaliser l'attractivité française. Amaury Brelet. Très juste, moi, je retiens surtout la question énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du gaz, l'inflation et on va dire par les coûts énergétiques est encore devant nous. Donc, il y aura à la fois sur le prix du gaz et sur l'électricité, des acteurs, donc les ménages qui vont être pénalisés, mais aussi les acteurs économiques, les boulangers, les bouchers, etc., les artisans, vont être pénalisés par ces hausses. Et le gouvernement, en plus on pourrait rajouter la question du carburant qui va être en filigrane jusqu'à au moins cet hiver, voire plus. En tout cas, la crise énergétique est devant nous et le gouvernement s'est annoncé des désengagements qui, justement, ne vont pas dans le bon sens. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est plutôt au global perdant dans la balance sur ces changements du 1er octobre. On va parler de celui qui est engagé pour notre santé, c'est la baisse du sel dans les baguettes. Les professionnels du secteur se sont effectivement